Bonsoir à tous. Bon, j'ai l'insigne honneur de représenter les Sages, Sacha Lenzini, le directeur de Les Sages, et à Marseille pour un colloque d'école du paysage. Nous allons avoir l'intérêt et le plaisir sur cette troisième conversation. C'est la troisième année avec Thierry Pacaud que ces conversations ont pris place au sein de l'Académie du Climat. Donc cette année, c'est une année particulière qui véritablement va parler des matières concernant vraiment la constitution du paysage, la question du sol, de l'eau, de l'air, du climat, sur un site qui s'appelle la Terre reconfigurée. Les Sages, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents. C'est une école du paysage qui a été créée au début des années 60, donc bientôt 50 ans, qui s'est engagée sur les métiers du paysage avec une assez grande diversité. Depuis quelques années, sous le parrainage de Gilles Clément, on a orienté, avec le groupe SOS aussi en appui, on a réorienté les lignes d'action et de pensée autour de la question de la transition écologique et la question du vivant. Voilà. Donc je vais laisser Thierry Pacaud, qui est philosophe, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous doivent le connaître, qui est l'animateur modérateur de ces conversations, avec Olivier Renaud, qui est philosophe, directeur d'études à Hautes Études, et qui a écrit 2 livres. Un qui s'appelle Penser Penser comme les glaciers. Et le deuxième récent, c'est sur la question de la montagne. Voilà. Donc je vous laisse. Je rebranche le truc. Merci Dominique. Donc je suis très content d'inaugurer avec Olivier Renaud cette première conversation de l'année. Donc vous avez un cycle, comme l'a dit Dominique, vous avez le petit document, là prenez-le. Vous êtes gâtés parce que c'est que des intervenantes et intervenants prestigieux. Donc c'est très bien pour nous tous de venir les écouter. Alors je suis ravi de commencer par Olivier parce que nous avons un point commun, c'est que nous venons de la philosophie, mais on est tout à fait capable de regarder notre objet d'étude à partir de l'histoire, de la géographie, du climat, de la poésie, etc. Et donc je vais commencer par demander à Olivier, avant d'en arriver au glacier, vous avez vu, on a une chance d'avoir programmé ça au moment où se tiennent les rendez-vous internationaux sur les glaciers. Donc il y a une actualité là tout à fait prégnante. Alors c'est involontaire, mais c'est pas grave, ça tombe plutôt bien. Et Olivier a travaillé sur un auteur qui est un historien, qui s'appelle Michelet, Jules Michelet, et Jules Michelet a écrit, évidemment, une histoire de la Révolution française, enfin des tas de livres que vous connaissez peut-être, mais aussi un livre qui s'intitule La mer, un autre qui s'intitule L'oiseau, un autre qui s'intitule La montagne, dans lesquels il réussit le tour de force d'avoir une approche historique, mais en même temps très ouverte, très large. Et sur la mer, il y a des descriptions absolument extraordinaires. Lorsque j'ai fait ma biographie de Rachel Carson... Ah non, c'est pas moi l'invité, donc je reviens sur Olivier. J'allais parler pour un certain temps. Donc, Olivier, alors, quel est ton lien avec Jules Michelet? Bonsoir à toutes et à tous, ça va? Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, mon lien à Jules Michelet, mais je ne vais pas vous en parler trop longuement parce que ce n'est pas le thème principal, mais c'est par le biais de ma thèse que j'avais faite sur un autre. En l'occurrence, un professeur de rhétorique napolitain au XVIIIe siècle qui s'appelle Giambattista Vico et que Jules Michelet a traduit
et introduit quelques décennies plus tard en France. La question transversale qui les liait tous les deux, c'était une certaine théorie de l'histoire. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était des questions du genre qu'est-ce que ça signifie croire au progrès, par exemple. C'était un peu le point de naissance d'une histoire orientée, profilée, unilinéaire. Il n'y avait pas encore la majuscule à la notion de progrès, mais disons que voilà, il y avait des linéaments. Et il est vrai, mais je termine là-dessus, que ça m'a donné l'occasion de lire les très beaux textes de Michelet sur la Révolution française, la Renaissance, le Moyen-Âge, l'histoire romaine, etc. Donc j'étais un philosophe qui était intéressé par les historiens, et les historiennes aussi, de cette période-là. Et donc, simultanément, j'ai pu aussi lire les textes qu'a évoqué Thierry, que Michelet a écrits sur la nature. Et j'avais un doute, une espèce de perplexité déjà à l'époque, c'est que je ne voyais pas le lien entre les deux. Et cette césure, cette coupure, cette division, parfois même opposition, surtout après chez d'autres, entre d'un côté l'histoire et de l'autre côté la nature, m'agaçait un peu, me rendait perplexe une fois de plus, et de surcroît, je la voyais à l'œuvre chez un Michelet qui, lui, essayait quand même de nouer les deux ensemble, tout en ne le faisant pas toujours. Bref, il y avait un manque que je n'avais pas à l'époque la capacité de thématiser, de reprendre pour moi-même, mais que je fais aujourd'hui, puisque je suis vraiment sur des questions d'écologie. Alors évidemment, on en arrive au sujet, bien sûr, c'est le glacier et l'iceberg. Alors tu peux peut-être nous présenter ces deux personnages que tu analyses, et puis nous en dire un peu plus sur où on en trouve, à quoi ça correspond, depuis quand ça existe, est-ce que ça disparaît. Tout ça est un peu triste. Enfin bon, on va commencer par ce qui existe déjà. Alors c'est une très bonne formulation de les présenter comme des personnages, parce que vous allez voir, on va en discuter rapidement. Il y a quand même un certain nombre de gens sur notre planète qui vivent avec et qui entremêlent même leur biographie de manière plus intime qu'on ne le croit ou qu'on y songe, nous, ici, à Paris, par exemple. Ça nous paraît très lointain, mais voilà, il y a quand même plein de gens qui vivent à leur côté. Alors, très concrètement, un glacier, c'est donc un amas de neige qui tombe du ciel et puis qui à un moment se cristallise de manière suffisante pour qu'il y ait presque la totalité de l'air compris dans les cristaux de glace à 6 étoiles qui disparaît, mais pas complètement. Bref, c'est une neige qui se tasse sur elle-même à un tel point que ça finit par former un très gros amas. Il y a des petits glaciers, il y a des gros glaciers, mais on parle de glaciers quand même à partir d'un certain degré, à partir d'un certain volume, pardon, mais surtout, et c'est pour ça que je soulignais ce point-là, à partir aussi, du point de vue très techniquement scientifique, d'un certain degré de disparition de l'oxygène. Sauf qu'il en reste toujours un petit peu. Et c'est pour ça que dans les fameux carottages que pratiquent les glaciologues, vous savez, ces grands tuyaux en fait perforés, hein, qui sont vides à l'intérieur et qui donc on insère dans les calottes glaciaires parfois très profondément pour récupérer de la très vieille glace. On le fait pourquoi ? Parce qu'on essaye d'établir une lecture isotopique. Les isotopes, c'est en fait les traces chimiques de la présence d'un vieil oxygène qui est pris dans des glaces très anciennes, par exemple. Donc il y a toujours un petit peu d'air qui reste, mais quand même, le glacier, c'est de la neige très compressée sur elle-même, très dense, et qui à un moment se stabilise. Alors, le truc assez génial et fascinant, c'est que on a longtemps cru que les glaciers ne bougeaient pas, qu'ils ne réagissaient pas.
et qu'au fond, quels que soient les aléas météorologiques, a fortiori lorsqu'on s'intéressait à des grands cycles de variation à ce moment-là climatiques, la distinction météo-climat, vous l'avez évidemment en tête, je pense, eh bien on se posait pas la question. On avait le sentiment que c'était une entité complètement immobile, inerte, et puis de surcroît éternelle. Pensez aux fameuses neiges éternelles qui recouvrent les hauts sommets. Et puis, c'est une longue histoire, je ne vous la raconte pas, mais au cours du XIXe siècle, au moment où la glaciologie s'est constituée comme science, dans un dialogue d'ailleurs très très intéressant avec l'alpinisme d'un côté et la spéléologie de l'autre, c'est-à-dire une forme d'alpinisme à l'envers, dans le sillage des grandes explorations aussi vers le pôle Nord, vers le pôle Sud, finalement on a compris qu'un glacier, ça bouge. Ça bouge d'une certaine manière, toujours de l'amont vers l'aval, du haut vers le bas, et ça bouge un peu à la manière, je vous passe vraiment toutes les discussions parfois byzantines sur le type de liquide auquel il faudrait comparer la glace qui bouge, mais disons que ça ressemble à une viscosité du type miel qui résiste un petit peu. Voilà, un miel un petit peu solidifié. Ça bouge, ça descend, et puis ça épouse, là je vous parle des glaciers de montagne par exemple, ça épouse aussi les contours du sol qu'il rabote peu à peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez une montagne, n'importe quelle montagne, un paysage anciennement glaciaire, vous voyez des roches qui sont striées de plein de manières différentes. C'est la trace du mouvement des glaciers et en fait de tous les débris qu'il y a à leur base qui raclent le socle. Ça produit au moins deux effets. D'une part, ça produit donc des effets de rabotage, ce qu'on appelle de la farine glaciaire. Vous avez des roches parfois qui sont lissées en montagne, c'est très joli, qui sont à la fois striées mais lissées. On appelle ça aussi des roches moutonnées, donc par en fait la capacité du glacier à caresser un peu violemment néanmoins les roches, en descendant en fond de vallée. Et puis de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a des moments où en fait le sol est quand même tellement résistant que ça produit un effet de fracturation dans le glacier. Et à ce moment-là, il se crevasse. C'est ce qu'on appelle des séracs. Les séracs, c'est des bouts de glacier qui commencent à tomber. Et ça m'amène aux icebergs. Quand on parle des glaciers en montagne, grosso modo, c'est ce que je vous ai décrit. Ça vaut aussi pour des glaciers côtiers, donc à ce moment-là qui bordent des étendues marines, océaniques. Le processus est le même. On pourra aller dans les détails si vous voulez, selon Arctique, Antarctique. Le glacier côtier descend lui aussi toujours sous l'effet de son propre poids de l'amont vers l'aval. Sauf que en dessous de lui, il y a la mer, ou un océan. Il y a une étendue liquide et plus une vallée, comme en haute montagne. Et à ce moment-là, quand vient le phénomène de la fracturation, de la crevasse, de la naissance des crevasses, eh bien celui-ci se précise, il s'amplifie, et à ce moment-là, ce que les glaciologues appellent la langue d'un glacier, parce que de fait, le bout d'un glacier, quelle que soit sa géographie, ressemble métaphoriquement à une forme de grande langue, le bout de la langue se fracture. Le glacier lâche un bout de lui-même qui chute dans l'eau. C'est violent, ça fait beaucoup de bruit. Parfois, ça tombe très profondément dans l'eau, puis ça rebondit. Il ne faut vraiment pas être prêt, il ne faut pas faire du kayak tout près, parce que ça crée des ondes, en fait, marines qui sont traîtresses, vraiment très dangereuses. Et puis parfois, ça peut même rejaillir et sauter à une hauteur insoupçonnée. Et c'est ce bout de glacier qu'on appelle iceberg. Et à ce moment-là, l'iceberg se met à dériver, quelle que soit sa taille. Techniquement, un iceberg, c'est le nom donné donc à un bout de glacier
qui se fracture, qui lâche un morceau de lui-même, qui chute dans une étendue liquide, qui se met à dériver et qui fait au moins 5 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. En dessous, on ne parlera pas d'iceberg, la langue des glaciologues est étonnamment très fleurie et très détaillée pour classifier les types de bouts de glace qui sont sur les océans. On parlera de bourguignons, par exemple, pour des bouts de glace qui sont plutôt à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà, à partir de 5 mètres, c'est des icebergs. Et peut-être pour clore ce point, en Arctique, donc l'Arctique, c'est un océan, l'océan glacial arctique. L'Antarctique, c'est un continent. C'est-à-dire que c'est une terre qui est recouverte d'une très grosse épaisseur de glace. En Arctique, les glaciers, je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'utilise le verbe, qui vèlent d'eux-mêmes, car le vocabulaire des glaciologues est celui-ci. Lorsqu'un glacier lâche un bout de lui-même dans l'océan, les glaciologues appellent ça vélage. L'équivalent, c'est vraiment animal. Hein. C'est une vache qui vèle un veau. C'est une baleine qui vèle un baleineau. En fait, ça vaut pour tous les mammifères, marins ou terrestres. Et donc en Arctique, ce phénomène de vélage produit des icebergs qui sont moins gros qu'en Antarctique. Pour une raison simple, c'est qu'en Antarctique, il y a des glaciers sur la Terre, sur le continent, mais il y a aussi encore pour quelque temps, mais on comprend maintenant que l'Antarctique se met lui-même à fondre, que c'est un continent en souffrance, il y a des grosses barrières de glace, des grosses plateformes de glace qui ont pour effet, qui jouent le rôle d'un bouchon, qui maintiennent les glaciers sur Terre en quelque sorte. C'est pour ça que les plateformes de glace qui aujourd'hui fondent dramatiquement, les glaciologues y sont très attentifs parce qu'une plateforme de glace qui disparaît, elle libère en fait la voie pour les glaciers et donc leur propre écoulement. Ce qui fait que se repose à ce moment-là, entre autres, parmi plein de questions et de difficultés, le problème de la montée des océans. En Arctique, il y a globalement quand même moins de glace qu'en Antarctique. Et les icebergs qui sont lâchés sont beaucoup plus gros en Antarctique. Il y a vraiment des icebergs tabulaires, comme on dit. C'est des vrais plateaux qui font la taille d'un État américain. C'est proprement hallucinant. Et comme vous le savez peut-être ou pas, je vous le dis, il faut avoir en tête, et on arrête après sur ce point, la différence entre glace de mer et glace de terre. La banquise, c'est de la glace de mer, c'est pas de la glace de terre. Les glaciers, que ce soit côtiers, comme je vous l'ai dit, ou en montagne, comme on l'a évoqué avant, c'est de la glace de terre. Qu'est-ce qui fait monter les océans, ou le niveau de l'eau en général lorsque ça fond? Ce sont les glaces de terre. Ce ne sont pas les glaces de mer. Autrement dit, la banquise qui se rétracte, le problème, ce n'est pas la montée des océans. L'Arctique, le Groenland, qui ne cesse de voir ses glaciers fondre et des icebergs chuter dans l'eau, et l'Antarctique, connaissant le même phénomène, l'un des problèmes, aussi pour nous, mais pas seulement pour nous, c'est la montée des océans. Le problème de la banquise qui fond, c'est autre chose. C'est celui de son rapport aux écosystèmes, à la biodiversité, puisque très rapidement, la banquise a un effet de canopée, au sens propre, c'est-à-dire comme la canopée dans une forêt, il y a plein de gens en dessous. Et si on porte simplement attention à la population absolument infinie qui s'accroche juste en dessous de cette banquise canopée, qui sont des algues unicellulaires, des microalgues unicellulaires qu'on appelle des diatomées. Et en fait, ces algues unicellulaires contribuent à fabriquer à peu près 35% de l'oxygène qu'on respire sur Terre. De sorte que la banquise qui se rétracte, c'est la canopée
polaire, pour reprendre cette image, qui se rétracte. C'est donc moins de diatomées accrochés à la banquise, et c'est donc moins d'oxygène. Donc nous-mêmes, nous respirons moins bien. Alors, bon, on a vu les glaciers, on a vu la banquise, on a vu l'iceberg. Je préciserai peut-être qu'on dénombre à peu près 220 000 glaciers au monde, et que le rapport du GIEC nous alerte, et puis la conférence qui a lieu en ce moment, nous alerte sur le fait qu'en 2100, on pourra perdre 100 000 glaciers. Alors, est-ce que ça, c'est grave, docteur ? Oui, alors c'est grave, déjà parce que ça témoigne d'une modification absolument anormale, en fait, de l'état général de la Terre, on pourrait le dire comme ça, hein. C'est-à-dire que le système Terre, comme disent les scientifiques, c'est une des preuves, est bouleversé. Et bouleversé d'une manière... pourquoi je dis anormal? C'est parce que c'est anthropogénique. La racine est anthropogénique, comme on dit. C'est-à-dire que la source, c'est nous. Ce sont les humains. Hein, c'est vraiment la question de l'anthropocène, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette notion. C'est notre question contemporaine, c'est-à-dire à partir de quel moment, on arrive à décrypter les effets délétères de nos activités, comment on arrive à les réparer. Le problème des glaciers, c'est qu'il y a beaucoup d'irréparables dans les glaciers. Un glacier qui disparaît, c'est un glacier qui ne réapparaîtra plus. Alors, il y a certains géologues qui aujourd'hui croient encore à la loi des cycles comme argument possible pour mettre un petit peu en doute certaines conclusions du GIEC. Heureusement, il se raréfie. C'est-à-dire, c'est pas grave, ça reviendra dans 200 000 ans. D'une part, on n'en est pas sûr. D'autre part, c'est absolument inutile de réfléchir comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux se dire, et on pourrait, si vous voulez, raconter plein d'autres histoires de biodiversité accrochée au monde de glace. On a longtemps cru que les mondes de glace étaient dénués de vie. C'est une erreur totale et crasse depuis le début. Heureusement, depuis le début, plein de gens ont pensé le contraire, mais disons que ce n'était pas eux qui parlaient le plus. Les mondes de glace sont peuplés de vie. Simplement, les vies se répartissent autrement que dans les mondes tropicaux, c'est évident. Ce n'est pas le même rapport à la densité, ce n'est pas le même rapport au nombre d'espèces, mais dès le moment, par exemple, où vous arrêtez de définir l'Arctique par la disparition de la forêt, là, vous comprenez beaucoup de choses. On définit encore, je m'explique, l'Arctique par la disparition des arbres. Plus on monte en latitude, plus on rejoint le pays des tourbières, pour le dire comme ça, et plus finalement, moins finalement, il y a les arbres auxquels nous sommes habitués, quelles que soient les latitudes. Voilà, ces arbres qui poussent verticalement, qui sont plus ou moins feuillus, plus ou moins conifères, avec des aiguilles ou pas, etc. Les arbres disparaissent. Donc, on entre en Arctique lorsqu'il n'y a plus d'arbres. C'est un des critères encore actuels. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rêves Arctiques. Cet écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Rêves Arctiques. Cet écrivain s'appelle Barry Lopez, qui est mort il y a quelques années, malheureusement, et qui montre très très bien que c'est complètement faux pour une raison simple. C'est-à-dire qu'il suffit en fait de se pencher dans la dite tourbière, de mettre le genou en terre, éventuellement de prendre un microscope ou d'affiner son regard. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des saules nains, hein, ou des petits arbres de Richardson, comme ça, qui sont de la hauteur d'1 pouce. Et eux, ils grandissent comment? Ils ne grandissent pas de manière verticale. Ils grandissent à l'horizontale. Pourquoi? Parce que le vent est puissant. Première raison. Deuxième raison, parce que l'eau, il faut aller la chercher. Donc ils se mettent au niveau des petits ruisseaux qui parfois fracturent, pénètrent ou glissent sous le pergélisol.
Autre notion qu'il faut avoir en tête, c'est la notion française, pergélisol, l'équivalent du permafrost, notion d'origine en fait russe, mais reprise par les Anglais. En fait, c'est ce sol gelé, enfin dit gelé en permanence, c'est-à-dire au fond, le permafrost ou le pergélisol désigne tout sol gelé au moins 2 ans de suite. C'est ça la définition vraiment très précise du pergélisol. Ce n'est pas de gelé pour l'éternité, c'est gelé au moins 2 ans de suite. Bref, il y a des ruisseaux, il y a des cours d'eau qui passent sous ce sol gelé. Les arbres vont les chercher. Et donc, voilà des exemples de forêts qui poussent horizontalement, auxquelles nous ne sommes évidemment pas habitués. Et Marie Lopez, après avoir décrit tout ça de manière à la fois magnifiquement littéraire, inspirée et éminemment scientifique, très précise, dit, voilà, quand on marche dans ces pays, à ces latitudes, on se surprend à marcher sur des forêts. Ce qui est une image absolument puissante, quoi. Et donc, ne définissons plus l'Arctique par la disparition des arbres, c'est une erreur. Et beaucoup de gens qui vivent sur place seraient les premiers à le confirmer. Alors, j'indique simplement une donnée chiffrée que tu confirmeras ou pas. On considère que 20% de la surface terrestre de la planète correspond à ce pergélisol. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la surface terrestre de la planète qui est à moins 0 degré pendant au moins 2 ans de suite. Donc c'est encore considérable. Alors, tu as évoqué des habitants. Alors, quelle est la faune, la flore et les humains qu'on trouve dans ces zones arctiques et antarctiques? Alors, ça me permet de compléter ma réponse sur la disparition programmée des glaciers, qui est un vrai problème. Alors, effectivement, tu le disais dans la question précédente, au fond, à hauteur de 2005, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que disent tous les glaciologues et toutes les glaciologues aujourd'hui, c'est que le mouvement est enclenché. Donc on croyait que les icebergs ne réagissaient pas aux aléas et aux effets délétères de surcroît de nos activités, c'est faux. Ils réagissent en fait depuis longtemps. Et il y a une inertie, mais là au sens scientifique, un mouvement d'inertie, c'est-à-dire qu'une fois qu'un mouvement est lancé, ça continue. C'est comme le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère, on peut arrêter demain, net, il y en aura toujours pendant assez longtemps. Donc il y a des effets de captation en quelque sorte, qui stabilisent les conséquences de ce qu'on fait. Donc les glaciers fondent depuis un certain temps et vont fondre. Ceux qui fondent aujourd'hui fondront et disparaîtront. C'est net, quoi. Ce qui veut dire que 70%, c'est programmé ainsi, ne seront plus là à hauteur de 2050 probablement. Donc le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les 30% restants pour 2100, sachant que les chiffres varient. Les chiffres varient selon à la fois les zones considérées, les types de glaciers considérés. Ceux que je viens de vous dire, ça concerne les glaciers de montagne. Donc pas forcément la calotte glaciaire, ceux des calottes glaciaires, ceux de ce qu'on appelle l'inland seas, qui est le nom technique pour la calotte glaciaire, où il y en a plus en fait. Donc ce qui est certain, c'est que le mouvement est enclenché. Pour une raison simple, il y a un géophysicien que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les travaux, qui a une très très belle image, je crois que c'est très éloquent, ça permet de comprendre nettement ce dont il est question. C'est que quand le mécanisme de la fonte est enclenché, il se poursuit, il appelle ça, il y a un cannibalisme de la fonte. C'est-à-dire que la fonte se mange elle-même. 2 mots quand même. Pourquoi? Parce que les glaciers, donc la glace a un effet d'albédo. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réfraction des rayons solaires de la glace qui les renvoie vers l'espace. C'est pour ça que la disparition des glaciers
C'est une des réponses possibles à ta précédente question. C'est un vrai problème parce que moins il y a de glaciers, moins il y a de glace sur Terre, plus exactement, moins en fait il y a d'albédo, c'est-à-dire plus les rayons du soleil deviennent intenses dès le moment où ils touchent la Terre. Il n'y a plus cet effet, non pas de filtre, mais de renvoi. Sachant qu'après, ça peut dépendre du type de glace ou du type de neige. La neige fraîche, par exemple, a un pouvoir d'albédo encore plus élevé que la très vieille glace. Donc, cet albédo qui disparaît, ça certifie en quelque sorte le réchauffement climatique, ça le valide. Et donc, la fonte qui est enclenchée, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle des spirales positives, c'est-à-dire que la fonte se dévore elle-même, elle s'entretient elle-même, d'où cette expression forte de cannibalisme de la fonte. Donc le problème, c'est de savoir ce qui va se passer pour les suivants, de faire en sorte que aucun mouvement lourd, puissant, ne soit suffisamment enclenché pour que, quoi qu'on fasse, de toute façon, la disparition arrive quand même à un moment. L'autre problème, bien sûr, parmi les autres problèmes, c'est la question que tu viens de me poser, c'est qu'il y a plein d'êtres qui vivent dans ces régions-là. Et donc en termes de faune, en termes de flore, il y a quand même du monde. Donc bien sûr, il y a les animaux iconiques auxquels on pense, l'ours polaire. Il faut utiliser l'expression d'ours polaire parce que l'ours blanc, en fait, n'a jamais été blanc. C'est juste un ours brun un peu différent, mais c'est un ours polaire d'abord. Ça permet de mieux le caractériser. Mais il y a des types de phoques, il y a cette distinction entre les pingouins au nord et les manchots au sud, que vous avez peut-être en tête au cas où, si vous ne l'avez pas. Donc, voilà, il y a une faune marine absolument extraordinaire aussi. Je viens sur les humains tout à l'heure. Je m'arrête là sur... et même dans l'infiniment petit, il y a des vers nématodes, par exemple, c'est-à-dire des vers qui ont une structure sans anneaux, qui sont pas très gros et qui vivent dans les glaciers. Donc même la glace elle-même est habitée, si vous voulez. Donc on trouve de la vie partout, encore une fois. Le truc, simplement, c'est que les glaciers qui disparaissent, c'est donc le signe, la preuve, le mécanisme validé que la Terre se réchauffe. Si la Terre se réchauffe et s'il y a moins de glace, avec ce que je vous ai dit par exemple sur la banquise, ça vaut aussi. Ça, c'est très scruté par les glaciologues et les climatologues notamment, y compris avec les satellites en haut qui aident beaucoup la recherche sur les glaces. C'est que la teneur des eaux change. Les eaux froides s'acidifient de plus en plus. Une eau qui s'acidifie, c'est quoi? C'est une eau en fait qui s'appauvrit en oxygène. Techniquement, c'est aussi des colonnes d'eau. Vous savez que l'océan est quand même... Les océans sont structurés par des colonnes d'eau. L'intérêt d'une colonne d'eau, c'est que ça brasse les nutriments. Et notamment les nutriments qui viennent des glaciers, qui lâchent un bout d'eux-mêmes et qui deviennent des icebergs. Et ces icebergs sont des espèces d'arches de vie. Il y a plein de nutriments qui sont en dessous, dans les parties immergées des icebergs. Et donc, moins il y a d'oxygène dans les océans, moins, en quelque sorte, il y a de nutriments brassés. Entre les autres, moins il y a de brassage de nutriments, de composés organiques et inorganiques entre les eaux de surface et les eaux de profondeur. Et de sorte que plus les eaux elles-mêmes se réchauffent et la disparition des glaces contribue en quelque sorte, potentiellement, c'est une chose dont on parle de plus en plus, à, pourquoi pas, à modifier le sens des courants. Le fameux Gulf Stream dont on parle, mais c'est-à-dire à modifier l'économie générale de ce que l'on nomme la circulation thermohaline, c'est-à-dire le rapport dans l'océan entre les températures et son degré de salinité. Parce que les glaciers qu'on évoque, c'est de l'eau douce. Ça aussi, on n'a pas parlé, mise au point très rapide, la banquise, c'est de l'eau salée. Les glaciers, sur les glaces de terre, c'est de l'eau douce. Et donc de l'eau douce qui fond, c'est aussi de l'eau douce qui rencontre l'eau salée.
ça modifie le degré de salinité. Les courants sont stabilisés depuis un certain nombre de siècles sur un type de circulation thermohaline, c'est-à-dire un certain type d'équation de rapport entre température et degré de salinité qui est en passe de se modifier. Et si celui-ci se modifie sur un vecteur d'acidification très marqué, eh bien ça affecte la faune marine, évidemment, parce que plus les océans s'acidifient, 2 exemples, eh bien moins les mollusques, qui sont aujourd'hui des espèces très en danger, disposent de leur capacité à fabriquer leurs exosquelettes, parce qu'il y a moins de carbonate de calcium, et c'est ce composant qui leur permet de se fabriquer un squelette extérieur. Donc, s'ils ne l'ont pas, ils meurent. Et en revanche, de l'autre côté, il y a quelques animaux qui profitent extraordinairement de la disparition de l'oxygène progressive dans les océans, c'est les méduses. Il y a de plus en plus de méduses parce qu'elles, en fait, n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, les humains. Les humains, là-dedans, donc d'une part, il y a... Bon, évidemment, les densités ne sont pas les mêmes non plus, quand même. Au Groenland, si on ne parle que du Groenland, on est entre 55 000, 60 000 personnes sur une île qui est assez grande par ailleurs. Mais il n'empêche que ce qui est très intéressant, du moins moi quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai trouvé ça assez fascinant, de comprendre que pour la plupart des populations qui vivent au contact en fait, des glaces, quelle que soit leur forme, iceberg, banquise, glaciers reculés dans les terres, comme au milieu de... parfois on y va quand même du Groenland, entretiennent des relations quand même très, très spéciales d'un certain point de vue, avec ces entités. Ça devient justement des personnages. Je reprends le mot que tu utilisais, que j'utilise aussi. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se dire que c'est complètement différent non plus dans les montagnes que l'on connaît plus. Finalement, des gens qui sont vraiment des résidents et des résidentes à certaines hauteurs, proches de glaciers, dans les montagnes et encore aujourd'hui, peuvent se surprendre à éprouver des sentiments pour un glacier suspendu. C'est incroyablement beau, c'est une alchimie en plus vis-à-vis de la gravité absolument incroyable. Bref, ce que je veux vous dire, on peut en parler si vous le souhaitez plus précisément, il y a des vraies relations de partenariat en fait, qui parfois se développent entre ces populations où bizarrement, cette entité qu'on croyait complètement inerte, immobile, etc., devient très animée, comme un personnage vivant, se met même à jouer des rôles dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps à Vancouver, c'était génial pour moi, pour préparer le livre « Penser comme un iceberg », entre autres, parce que en fait, j'avais comme interlocuteur notamment un couple, maintenant à la retraite, lui, Gary Smith, est glaciologue, et elle, Yuli Cruikshank, est anthropologue spécialiste des glaciers. Donc j'avais les deux en même temps, c'était génial dans les discussions, et elle a travaillé, a fait de très très belles études, de très beaux livres sur les populations autochtones du Yukon et de l'Alaska notamment, et a très très bien montré que pour beaucoup de ces populations-là, en fait, les glaciers sont des partenaires que l'on va consulter lorsque, par exemple, il y a des différends entre les clans ou à l'intérieur du clan. Il y a un problème entre nous, on va consulter un tiers, en l'occurrence un glacier, je lui pose une question et il va me répondre. Alors évidemment, nous on dirait, on répond tout de suite, mais c'est quoi la réponse? Puis il n'est pas capable de répondre, on ne parle pas le même langage, c'est quoi ces mots? Donc évidemment, on met tout de suite en doute l'autorité du chaman qui va consulter le glacier. Et puis on se retrouve immédiatement avec une partition entre la raison d'un côté et puis de l'autre les superstitions, etc. Donc de deux choses l'une, soit on considère que c'est de la superstition, de la croyance aberrante, et puis de l'autre côté, nous, évidemment, notre rapport à la chose est le plus fondé,
Soit on considère, à la manière justement des anthropologues, que essayons de comprendre déjà ce qui se passe. Essayons de comprendre ce qui est demandé. Essayons de comprendre, avant même de se poser la question de savoir quel est le type de réponse, le contenu, est-ce que c'est logique, ou est-ce que le chaman se fait le ventriloque du glacier, etc., etc. Quel effet ça fait? Si on va consulter le glacier, c'est parce que le chaman qui revient avec une réponse supposée du glacier, ça va produire des effets de cohésion sur le groupe. Ça va renforcer les liens entre le groupe. Ça va permettre au groupe de délibérer sur son différend, mais un peu à la manière de, je ne sais pas, j'y pense là à l'instant, mais il y a un problème entre psychothérapie de couple, j'en sais rien. Il faut un tiers éventuellement pour mettre sur la table le problème. Et puis, une fois mis sur la table, eh bien, celui-ci augmente ses chances d'être résolu. Pourquoi pas? On pourrait trouver d'autres équivalences. En tout cas, le passage par ce tiers non humain produit des effets de cohésion qui contribuent très généralement à réduire les différends. Voilà un type de partenariat auquel on ne songe pas, qui est émaillé d'un certain nombre de rituels, de tabous. Par exemple, c'est interdit de faire cuire de la viande près de la glace, ou a fortiori sur la glace, parce que s'il y a une tache de graisse qui tombe sur le glacier va s'énerver. Car le glacier est susceptible. Évidemment, de toute façon, si on va lui demander conseil pour résoudre nos problèmes, oui, peut-être qu'on le personnifie un petit peu. Autre difficulté, c'est de l'anthropomorphisme. Au fond, peu importe. Moi, je suis complètement d'accord avec une philosophe qui s'appelle Elisabeth de Fontenay, qui a écrit il y a quelque temps maintenant un livre, un des premiers livres sur les droits des animaux, et qui, dans ce livre-là, si je me souviens bien, disait à propos des animaux, mais si l'anthropomorphisme, ce n'est pas sa formule exacte, mais c'est le sens, si l'anthropomorphisme sert à éviter l'anthropocentrisme, eh bien soit. Au fond, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'une petite dose de personnification, nous aussi, ça nous arrive. J'ai un collègue spécialiste de la Première Guerre mondiale qui peut vous démontrer que dans les tranchées, les soldats parlaient à leur fusil. Donc on personnifie tout le temps d'une certaine manière. Bruno Latour a très bien montré que on est un peu plus animiste qu'on ne le croit. Ce n'était pas exactement son terme, mais on n'est pas si moderne qu'on ne le pense. Et que quand on revient sur des questions d'anthropologie, quand on revient surtout avec les populations autochtones elles-mêmes, en fait, ils ne croient pas que le glacier est vivant. Ce n'est pas une question de croyance. C'est comme ça. Il y a au moins deux définitions de l'animisme. Il y a une première définition qui serait plutôt la nôtre, si on reste sur cette position-là, qui consiste à dire on attribue la vie. La personnification, l'anthropomorphisation, c'est l'attribution de la vie à une chose qui n'en a pas. La vie est un prédicat, c'est un attribut. Et puis il y a l'autre définition de l'animisme, celle que je viens d'évoquer avec telle ou telle population autochtone, où pour eux la vie n'est pas un prédicat qu'ils attribuent à des choses, à la différence des autres êtres qui vivent. La différence entre les choses et les êtres n'existe pas. L'anthropologie amérindienne sur les mondes amérindiens a très très bien montré que en fait tout vit, il n'y a pas de choses, il y a des métamorphoses entre les êtres et les degrés de différence dépendent du fait qu'on a un corps, tel corps ou pas, etc. C'est là que ça se joue. Mais à ce moment-là, la vie n'est pas un attribut, n'est pas un prédicat qu'on donne à quelqu'un, à quelque chose qui ne vit pas, et donc qu'on anime. La vie précède. La vie nous précède. Ça change tout. Et effectivement, quand on travaille sur les glaciers en se posant donc soit la question très, très directement scientifique de qui, quelle faune, etc., ou quelle flore vit en compagnie des glaces, eh bien, j'ai répondu très rapidement, mais on trouve plein de réponses auxquelles on est plus habitué. Quand on se pose la même question à propos des humains, en considérant en fait le point de vue de
pas mal de gens encore qui vivent dans ces régions-là avec ce type de conception, d'approche, de manière de vivre en tête, eh bien finalement on tombe sur des situations animiques absolument inattendues dans lesquelles les glaces effectivement deviennent tout à fait vivantes. Et à ce moment-là, d'un point de vue épistémologique, il y a quelque chose d'absolument fascinant, je trouve, c'est que moi il me semble qu'aujourd'hui, pour augmenter en fait notre connaissance de ces mondes-là, faire en sorte que pourquoi pas ils persistent du mieux possible, eh bien se situer au point de croisement justement entre des approches très scientifiques, dites très scientifiques, à notre façon, occidentale entre guillemets, et des approches animiques, entre guillemets là aussi, se situer au point de croisement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très très inventif, parce qu'on se rend compte en effet que les glaciologues, par exemple, sont plus animistes qu'on ne le croit, et que bien sûr, mais ça depuis longtemps on l'a compris, au moins depuis Lévi-Strauss, les animistes sont bien plus rationnels, entre guillemets, qu'on ne le croit. Leur système de représentation est extrêmement structuré, et eux, comme nous, bricolent aussi, ce qui est un des indices d'une rationalité très développée, bien sûr. Sur ce dernier point, les glaciologues plus animistes qu'on ne le croit, aujourd'hui, je crois que si les glaciers montent un peu quand même dans l'actualité, comme thème, c'est pas seulement parce que la recherche polaire a besoin de crédit depuis des années qu'elle le demande et que ça va peut-être arriver. C'est pas seulement aussi, parce que les glaciers qui dépérissent créent toute une série de problèmes et témoignent de toute une série de problèmes qu'on a rapidement évoqués. Je crois qu'il y a quelque chose de plus intime aussi qui joue et qui se conjugue dans plein d'autres domaines. C'est ce rapport que moi j'ai pu voir et que je vois de plus en plus qu'ont certains scientifiques à leurs objets d'étude. Et je pense que ça peut valoir quand vous regardez un paysage en général, et un paysage qui se dégrade sous vos yeux. C'est qu'un glaciologue ou une glaciologue qui aujourd'hui revient sur site après avoir travaillé 15 ans sur tel glacier, puisqu'ils sont très spécialisés, et qui constate que le glacier n'existe plus, eh bien il pleure. Et vraiment, il est le premier, elle est la première à dire « j'ai perdu quelqu'un de cher ». Il y a de plus en plus aujourd'hui, on ritualise la mort des glaciers, entre autres pour ça. Donc il y a un lien intime qui se casse, et ça les rapproche beaucoup des populations autochtones de ce point de vue-là, qui éprouvent ça aussi, d'une certaine manière. Et je crois que cette rupture en fait du lien intime avec ce que l'on a considéré comme un objet d'étude, et on découvre alors, tiens, subitement, mais c'est trop tard, il est mort, que c'était en fait un sujet d'étude. C'était pas un objet d'étude, c'était un sujet d'étude. Eh bien ça ouvre toute la porte, la grande porte de ce que Glenn Albrecht a appelé la solastalgie. Et donc ça peut valoir aussi pour vous qui travaillez avec les paysages, qui regardez des paysages, qui les observez, qui essayez de les comprendre. Quand un paysage se détruit sous vos yeux, c'est ce que Glenn Albrecht appelle la solastalgie, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le type de détresse qu'on éprouve lorsque un paysage dont on est familier, on y est né éventuellement ou pas, peu importe, mais on entretient des longs liens avec lui, et puis hop, soudainement ou très rapidement, ça se dégrade sous vos yeux, et on éprouve en plus ce sentiment d'impuissance radicale. Pensez à des compagnies d'extraction minière qui rabotent les sommets de montagne. Pensez aux méga-feux, dont les origines sont, on le sait quand même, les incendies sont à 90% d'origine humaine. Ça fait quand même réfléchir. Et bref, à toutes ces catastrophes dites naturelles, mais qui sont en fait de moins en moins naturelles, et bien finalement, ça produit en fait ce sentiment de détresse intense qui se répand de plus en plus et qui désigne en fait cette rupture du lien intime qu'on entretient avec des choses qu'on a longtemps cru comme étant des choses, mais qui au fond, depuis longtemps, ne le sont pas. Voilà, vous avez bien tous, j'imagine, compris cette distinction très importante qu'Olivier vient de faire entre
objet d'étude et sujet d'étude, évidemment. Et c'est vrai que le glacier ici, l'iceberg, mais aussi la forêt, aussi une rivière ailleurs, peuvent être l'expression d'un esprit et qui est compris, perçu par une population qu'on appelle autochtone, mais bon, et dont on s'amusait en écoutant leurs récits, mais qu'aujourd'hui on prend de plus en plus au sérieux parce que, effectivement, lorsque pour la construction des gratte-ciel en béton de Dubaï, compte tenu du fait que le sable local est impropre à la fabrication du béton, on va chercher du sable d'Australie. Mais ce n'est pas simplement un paquet de sable qu'on prend, c'est un écosystème qui a aussi une dimension spirituelle. Et donc là, pour une certaine population, c'est pas que du sable, c'est plus que du sable. Et donc il nous faut apprendre à déconstruire. Là, je fais un petit clin d'œil à Derrida, mais à juste titre. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable d'aller à l'encontre des stéréotypes. Et donc il y a une vision utilitariste de la Terre, tu as parlé avec l'extractivisme, etc. Si je prends deux exemples, puis on s'arrêtera là-dessus avant de parler du titre, hein, penser comme un iceberg ou un glacier ou une forêt. Si je prends l'Alaska et le Groenland, juste deux exemples. L'Alaska, c'est un État des États-Unis, il y a à peu près 700 000 habitants. On y trouve du pétrole. Ça correspond, on exploite du pétrole, plus précisément, ça correspond à 17% de la production pétrolière de l'ensemble des États-Unis. Donc vous voyez, donc c'est aussi un paquet de dollars, c'est pas rien. Donc quand tout d'un coup arrivent des populations amérindiennes, autochtones, et qui disent oui mais là il faut protéger la terre, on leur dit oui mon brave, mais nous business is business. Bon. Et en même temps, il y a une culture inouïe, j'allais dire, il y a une culture très importante. Tu mentionnais la présence d'humains, mais par exemple, pour l'Alaska, on dénombre 20 langues amérindiennes, pour vous montrer aussi une richesse culturelle, peut-être parlée par très peu de locuteurs, mais c'est quand même des langues, et donc des mythes, et donc des récits, et donc toute une série de croyances, peut-être, etc. Donc, l'Alaska, c'est du bois, c'est du pétrole, c'est aussi un certain nombre d'animaux qu'on va tuer pour les vendre, hein, le caribou, le grizzly, etc., le loup. Bon. Et puis, si je prends le Groenland, là, il y a 50... Alors, les chiffres varient entre 56 000 et 50 000 habitants. C'est très, très grand, le Groenland. Comme son nom l'indique, étymologiquement, c'est une terre verte, mais qui va Greenland, mais qui pour nous, l'image, c'est au contraire un énorme espace gigantesque qui a un statut très particulier. Ça n'appartient pas vraiment au Danemark, mais enfin c'est un statut avec pas mal de contre-pouvoirs, mais n'empêche que chaque été, vous avez à peu près 150 à 200 000 croisiéristes qui arrivent dans des énormes bateaux de croisière qui polluent tout pour regarder les 50 000 habitants des Groenland vivre. Donc on voit bien que là, il y a des enjeux qui viennent s'ajouter à ce que tu racontais, c'est-à-dire la disparition programmée d'un certain nombre de glaciers. Et donc chaque année, maintenant, on va apprendre, comme ça a commencé en 2019 en Islande, comme c'était l'année suivante en Suisse, et comme cette année dans les Pyrénées, on va prendre date de la mort irréversible d'un glacier. Et puis c'est tout, on fera ce constat-là. Alors c'est pour ça que ton titre est excellent, Penser comme un iceberg. Et évidemment, quand on a lu Aldo Leopold, on sait que c'est un clin d'œil à ce forestier, chasseur par ailleurs, et fermier américain. Peux-tu nous dire deux, trois mots sur lui? Et puis surtout, qu'est-ce que ça signifie penser comme une montagne? Ça, c'est chez lui. Et puis toi, tu l'adaptes à penser comme un iceberg. Et les étudiants et étudiantes qui sont ici, est-ce qu'ils vont apprendre à penser comme un arbre, à penser comme une rivière, à penser comme un paysage? Oui, alors c'est un clin d'œil à la formule d'Aldo Leopold, donc qui est un écologue américain, forestier, en effet, comme tu l'as dit, qui est mort en 1948, pardon, et qui a non, c'est 49, c'est la date de publication de l'un de ses fameux livres,
l'almanach d'un comté des sables. Et cette formule, elle était présente un peu avant dans un petit opuscule, mais peu importe. Cette formule, disons, vous la trouvez dans l'almanach d'un comté des sables à propos de la montagne. Donc, pensez comme une montagne, en effet. Qu'est-ce qu'il veut dire, très rapidement quand même, parce que ça permet de comprendre le point de vue. C'est une expression, en fait, qu'il emploie dans un tout petit chapitre dans lequel il s'adresse à ses amis vachers qui ont peur du loup, la présence du loup, et il essaye de leur faire comprendre, en fait le rôle que peut jouer le loup dans l'écosystème général, en l'occurrence de la montagne. Et il leur dit, par exemple, le loup sert, entre autres, à réguler la population des cerfs. S'il n'y a pas de loup, les cerfs vont défolier les arbustes. En fait, ils vont dévorer toutes les feuilles des petits arbres. Et ça produira des effets de chaîne. Il détaille encore un petit peu, mais ça lui permet de conclure avec cette formule puissante que lorsque le loup hurle, en fait, seule la montagne comprend le sens du hurlement du loup. Et c'est à cet endroit qu'il utilise l'expression, il invite ses amis donc à penser comme une montagne. C'est-à-dire, en fait, à adopter le point de vue le plus englobant possible, celui de la montagne, qui est le point de vue de l'écosystème lui-même, composé de toute une série de liens interdépendants entre les espèces, ou les êtres même en général, on peut individualiser, bien sûr, et c'est le genre d'expression qui nous permet de comprendre l'intérêt, en fait, du point de vue dit holistique, le point de vue de l'entité englobante écosystémique. Donc ça peut valoir pour la montagne, ça peut valoir bien sûr pour un glacier. Moi, si j'ai pris l'iceberg, c'est que l'iceberg, c'est en fait un bout de glacier. Donc ça permettait de parler des glaciers, mais aussi précisément de ce que devient le glacier dans la mer, donc du rapport entre les glaces et l'eau, enfin l'eau salée. Et que de surcroît, quand même, à l'iceberg est attaché une sorte d'imaginaire assez spécifique. C'est pas simplement le Titanic avec l'iceberg en 1912, c'est aussi au fond toute une esthétique du sublime très romantique, c'est-à-dire que c'est à la fois ça fait partie de ces entités qui attirent, qui en même temps repoussent, c'est un peu comme ça qu'on définissait le sublime au XVIIIe siècle. C'est fascinant et en même temps on en a peur, donc je me tiens à distance, j'éprouve un effroi, mais tout en étant en sécurité. Et c'est pour ça que je peux dire c'est beau, voire plus, c'est sublime. Si vous lisez des textes de Kant ou de Burke sur ce thème-là, le paysage sublime, c'est le paysage qui nous fait comprendre notre condition de petit humain et puis qui en même temps exalte complètement notre âme, l'élève, la gonfle et nous fait sentir encore plus humain que jamais et quand même un peu supérieur aux autres espèces. Une ambiguïté assez structurale dans cette esthétique du sublime. Et l'iceberg, il y a ça. C'est un peu le miroir de notre condition de mortel, à la fois exaltant et à la fois un peu angoissant, parce que le problème de l'iceberg, c'est qu'une fois que ce bout de glacier a chuté dans l'océan, il est promis à la mort. Parce que, en fait, l'eau salée dévore l'eau douce. De sorte que la durée moyenne de vie des icebergs, bien sûr, tout dépend de leur volume, comme je vous l'ai dit, au sud et au nord, au sud ils sont plus gros, mais néanmoins c'est rarement, et de moins en moins bien sûr, puisque l'eau est de plus en plus chaude, c'est rarement au-delà de quelques années pour les plus gros. Donc il y a cette idée que l'iceberg, c'est un peu le miroir de notre propre condition d'être mortel dans le romantisme. Et en plus, on sait qu'il y a une partie émergée, une partie immergée. La partie émergée, en fait, la plupart
de l'esthétique, enfin des représentants de l'esthétique du sublime et des romantiques se sont tenus à la partie émergée de l'iceberg. Et de fait, la partie émergée de l'iceberg est une partie qui paraît assez peu peuplée. C'est normal, puisque la vie est en dessous, dans les 8 dixièmes restants, ce qui n'est pas rien. C'est pour ça qu'il faut plonger dans la mer pour constater cette vie. Ou alors se situer au moment où l'iceberg se retourne. Parce que son cycle de vie, c'est celui-là, en fait. Comme il s'érode de plus en plus, il se retourne constamment sur lui-même. Éventuellement, il se met à se casser à un moment et à s'émietter en plus petits bouts. Et si vous trouvez juste devant un iceberg qui a déjà un petit peu dérivé, donc qui est plutôt jeune, si j'ose dire, et qui se retourne, à ce moment-là, quand il se retourne, subitement, qu'est-ce que vous voyez? Des nuées d'oiseaux, notamment des mouettes tridactyles qui n'attendent que ça, et qui fondent sur l'iceberg pour choper en fait très rapidement tous les nutriments qui se sont accrochés à la partie immergée sous-marine qui devient émergée. Et à ce moment-là, ils dévorent un peu comme s'ils s'abattaient sur un champ enrichi de multiples vers. Et est-ce que on peut, comme je l'ai lu, attraper au lasso, j'exagère évidemment, un iceberg qui est de l'eau potable, de l'eau douce, pardon, et l'amener, par exemple, en Arabie Saoudite? Oui, alors ça, c'est absolument insensé à plein d'égards. C'était bizarrement une idée de Paul-Émile Victor à la base, qui était un des grands représentants de la recherche polaire. Soit, et qui a été remise à l'honneur il y a quelques années, qui je crois est malheureusement encore en train d'être assez approfondie en termes de business, parce que c'est vraiment la question. Il y a le vernis de l'apport d'eau douce pour les pays qui en auraient besoin, mais c'est quand même essentiellement une question de business. Et puis de toute façon, il faut être très concret. C'est-à-dire que d'une part, ce genre de traction à partir du pôle Nord ou du pôle Sud, ça fait quand même... Techniquement, il faut déjà y arriver. Tout dépend du type d'iceberg que vous voulez attraper au lasso, mais quand même, faut un type de piège particulièrement élaboré. Ensuite, entre le point de départ et le point d'arrivée, sachant que la vitesse sera quand même assez lente, ça risque de mettre un certain temps, de sorte que l'iceberg, au point initial et au point terminal, n'aura certainement plus le même volume. Il y aura une très très grosse perte d'eau douce. Par ailleurs, ce sera sur le plan énergétique et de l'empreinte écologique et de l'empreinte fossile absolument désastreux, parce que pour tracter un iceberg qui est quand même quelque chose de très lourd, il faudra consommer quand même. Donc vous lâcherez autant de carburant dans l'océan, etc. C'est complètement contre-productif. Moi qui rêvais d'en tracter un, bon, non, je plaisante. Qui est-ce qui veut poser une question ou faire une remarque? Oui. Bien à vous. Allez-y. Oui, bonjour. Bon, je vais me lever. Vous parliez de la mort des icebergs d'un point de vue symbolique, mais est-ce que aussi ça peut pas être la naissance d'un nouveau paysage avec de la vie, et du coup, est-ce que cette mort symbolique, elle est si grave, si c'est aussi la naissance d'un possible nouveau symbole, enfin, d'un renouveau même, parce que la glace, c'est un petit peu plus mort que généralement. Voilà. Oui, merci. Alors, la mort des icebergs, des glaciers, en fait, c'est une question qui monte peu à peu, là, y compris chez les scientifiques, parce que, alors, ça ne veut pas dire qu'ils se situent immédiatement dans une condition post-glaciaire, et puis du coup, ils valident le contexte, et puis donc il n'y a rien à faire. Ça veut dire que simultanément, donc, il faut à la fois tout faire pour résister à la disparition accélérée des glaciers, pour des raisons qu'on a évoquées quand même en termes d'équilibre écosystémique. Et puis en même temps, ils le savent, ils et elles le savent,
Ceux qui sont premiers à disparaître vont disparaître. Je vous l'ai dit, il y a un mouvement enclenché, ce sera le cas. On fera donc avec. Et en effet, la disparition de la glace, notamment dans les montagnes, va faire réapparaître une certaine flore, par exemple. Pourquoi pas, va amener aussi une certaine faune assez différente. On sait aujourd'hui que l'un des effets du réchauffement climatique, c'est l'un des points d'impact, c'est la capacité ou non des espèces à migrer vers les eaux ou les régions plus froides. Ça se joue soit sur Terre comme en mer. Et les mammifères y arrivent plus, par exemple, sur la Terre, que les primates. Les primates sont, semble-t-il, d'un point de vue biologique, des animaux des êtres qui vont avoir beaucoup de mal en fait à accompagner entre guillemets le réchauffement climatique en changeant de biome, c'est-à-dire aussi de rapport à la température. Donc on peut se dire, les glaciers qui disparaissent, parmi les glaciers qui vont disparaître en montagne, il y a des animaux qui vont pouvoir les rejoindre. Et puis il y a des fleurs, du végétal qui va non pas ressurgir, mais qui va arriver. Un exemple très, très simple que vous voyez à l'œil nu puisque vous êtes paysagiste ou bientôt paysagiste, le mélèze, aujourd'hui en montagne. Le mélèze était traditionnellement, dans les dernières décennies, donc un type d'arbre conifère, un arbre qui dépassait rarement 2300-2400 mètres. Par exemple dans les Alpes du Sud, anciennement Alpes du Sud, puisque les toponymies, la dénomination des régions a changé, mais peu importe, du côté du Queyras, il y avait une rivalité, il y a toujours un peu une rivalité entre le mélèze et puis le pin sembro. Bon, je passe les détails là aussi, mais longtemps, le pin sembro est monté plus haut et puis résistait mieux à certaines variations. Et puis là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. On voit du mélèze jusqu'à 2007, par exemple. C'est un des exemples, ça monte, quoi. Le problème éventuel, il y a plein de problèmes éventuels, mais l'un des problèmes éventuels, c'est la capacité d'adaptation aussi. C'est-à-dire que une espèce, et ça c'est un problème plus général, qu'analysent beaucoup les biologistes, qui arrive dans un milieu qui n'était pas le sien, donc une espèce non endémique, une espèce allogène, n'est pas forcément une espèce envahissante, ne devient pas forcément une espèce dite invasive, pour reprendre l'anglicisme, mais elle peut le devenir. Il y a toute une série de barrières, pour reprendre le vocabulaire des biologistes qui existent, à partir desquelles on estime qu'une espèce devient véritablement invasive ou pas. Le problème d'une espèce, à ce moment-là envahissante, c'est qu'elle contribue à simplifier l'écosystème dans lequel elle arrive. Et ça, c'est un vrai enjeu général. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que, pour reprendre l'exemple de la montagne, avec l'état des glaciers tel qu'il est ou tel qu'il était quand même un petit peu avant, ce sont des écosystèmes complexes. Donc, lorsqu'il n'y aura plus de glaciers, l'écosystème va changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura aucune chance de redevenir complexe, ce sera une autre complexité, mais il y aura un risque qu'il faudra gérer, maîtriser. À ce moment-là, l'humain redevient toujours celui qui s'occupe de tout, ce qui est un problème aussi. C'est le risque de la simplification et de l'homogénéisation. Ça, c'est l'un des risques les plus étudiés aujourd'hui du réchauffement climatique en général sur les écosystèmes. C'est-à-dire que le problème, c'est pas sa vie et ça va, c'est pas uniquement sa vie et ça va mourir. Bien sûr, la 6e extinction, on en parle, on est dedans, c'est enclenché, on le sait aussi. Mais c'est aussi, ça peut continuer à vivre.
Ça peut se remettre à vivre d'une autre manière, c'est votre question. Mais il faut que ça vive d'une façon complexe pour que ça vive vraiment bien. Hein, parce que plus les écosystèmes s'homogénéisent, et moins on est sûr qu'à un moment, ils ne finissent quand même pas par dépérir. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une échelle de temps, c'est-à-dire la transformation, elle peut, s'il n'y a pas d'intervention, elle peut faire que pendant un certain temps, cet écosystème, il va se simplifier. Mais ce n'est pas pour toujours. C'est-à-dire, l'idée, pour moi, d'un vivant invasif, pour moi, c'est une idée absurde. Là, vous avez parlé tout à l'heure des méduses. Mais s'il y a plein de méduses, c'est parce qu'elles sont les seules qu'elles peuvent vivre dans ces conditions-là maintenant. Peut-être dans 100 ans, les conditions elles changent et il n'y en aura plus. Les problèmes, c'est nous, que nous vivons maximum 100, peut-être un jour 120 ans, et que nous voulons que tous les vivants, on le mesure à notre... Ça ne signifie pas qu'il faut faire tous les efforts. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tous les efforts pour que la transformation elle soit la plus douce et la moins toxique possible. Mais faire l'effort de tout bloquer selon les idées que nous nous faisons de la complexité ou pas, est-ce que ce n'est pas encore plus toxique sur un long terme que nous ne maîtrisons pas du tout et que nous ne connaissons pas du tout? Oui, je comprends bien. La situation est quand même celle-ci, c'est que en fait, l'un des autres problèmes qu'il faut avoir en tête, l'un des autres horizons, c'est que nous vivons aussi dans ce monde-là. Donc on ne peut pas non plus s'excepter totalement du jeu, quoi. Et c'est une question de subtilité, c'est-à-dire comment arriver à mieux cohabiter, nous, humains, humaines, avec les non-humains, pour le dire comme ça, hein, très rapidement, tout en marchant d'un pas léger, comme dirait l'autre, hein, en n'ayant pas une empreinte trop lourde, mais sachant que de toute façon, on ne peut pas non plus laisser la planète entière à elle-même se réensauvager. Moi, je suis un avocat hein, des politiques de réensauvagement, mais il est évident que le projet, par exemple, d'un Wilson, hein, Edward Wilson, qui est l'un des pères de la notion de biodiversité dans les années 80, qui disait à un moment, mais c'était de manière très provocatrice, je crois, en fait, il faut que 50% de la planète soit réensauvagée, qu'on la laisse complètement tranquille. Du point de vue de la cohabitation humain-animal, c'est un problème aussi. Hein. Donc en fait, ce qui est très difficile, je crois, aujourd'hui, et en même temps extrêmement stimulant, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'initiatives à avoir, de plus en plus d'ordre local, je pense. C'est-à-dire qu'il faut faire du cas par cas. Il faut réapprendre à habiter les territoires, sans doute. Privilégier, pourquoi pas, des logiques de niche, de refuge, des logiques aussi de zones complètement réensauvagées qu'on laisse à l'état libre pendant quelques années pour vraiment que la biodiversité se régénère d'elle-même, de sorte qu'on puisse ensuite s'y réinsérer doucement sans plus la perturber. Et puis, il y a des écosystèmes qui sont tellement détruits par nous-mêmes que la question de la réparation se pose à proprement parler. Mais il est vrai que plus on répare, bien plus finalement on gère l'écosystème, ce qui est une espèce de il y a un paradoxe, quoi, hein, bien sûr. Néanmoins, vous discutez avec des ingénieurs forestiers, une forêt qui n'est pas gérée
parce qu'il y a plusieurs façons de gérer une forêt. Il y a des façons débiles, au sens étymologique, faibles, hein, comme la personne très très âgée qui ne tient plus sur ses jambes. Hein, c'est ce que veut dire le terme débile étymologiquement. Les jambes nous lâchent. J'arrive plus à bien marcher. Donc il y a une gestion faible, très maladroite, titubante d'une forêt qui en fait crée des grandes routes et puis grosso modo ne pense qu'à la forêt comme un bois en fait dans lequel on va se promener. Et puis il y a quand même des façons un petit peu plus subtiles de gérer une forêt et qui notamment peut à la fois respecter la valeur écosystémique des chablis, ce qu'on appelle les chablis, c'est-à-dire ces troncs d'arbres morts qu'on laisse à terre, parce que c'est vraiment des mini-écosystèmes hyper riches. Donc on n'enlève pas le bois mort, et en même temps, sur une branche ou une arborescence branchue qui est en train de se putréfier, il faut faire attention, parce que quelqu'un qui passe en dessous, ça lui tombe dessus, et lui-même peut mourir. Hein, ce type même d'exemple permet de comprendre que, en fait, nous aussi, nous sommes là quand même. Et si on décide de ne pas faire de la forêt, de toutes les forêts du monde, un espace où il n'y a plus d'humains du tout possible, eh bien, il faut se poser la question au moins minimal d'un certain usage de la forêt et par exemple faire disparaître certaines branches mortes parce que sinon elles tombent sur la tête de quelqu'un. Et qu'après, comme vous le savez, nous vivons dans une société assez juridicisée. Ça crée toute une série de problèmes de droit dont l'ingénieur forestier lui-même ou elle-même est considéré comme responsable. Hein, donc ça complique. Ça complique vraiment tout et à ce moment-là, on sort de l'intérêt qu'il y a à cohabiter. Hein. Donc bien sûr, la méduse est là. On peut se dire, c'est pas grave qu'elle soit là parce que finalement, dans 100 000 ans, il y aura quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Et puis c'est le vivant qui compte, quelles que soient ses formes. On peut tout à fait adopter ce point de vue-là. On peut aussi se dire, et c'est peut-être pas contradictoire pour autant, que le vivant a des formes multiples. Et que d'une certaine manière, et moi ce qui m'intéresse dans ce point de vue-là aussi, c'est que c'est également ce que pensent beaucoup de populations dites autochtones, qui s'énervent lorsqu'elles se rendent compte que nous, quand on arrive sur site, nos méthodes, très généralement, de moins en moins heureusement, mais très généralement encore, contribuent de restauration des milieux naturels, contribuent à les simplifier, alors qu'elles, justement, depuis longtemps, s'efforce de maintenir la complexité des écosystèmes. Voilà. Moi, il est vrai que je préfère me dire que les formes du vivant sont extrêmement multiples et que cette multiplicité-là, ce foisonnement-là, eh bien, c'est aussi la source de tellement d'histoires entremêlées que nous pouvons nous raconter nous-mêmes pour nous stimuler, retrouver un petit peu la pêche dans ce monde particulièrement abîmé quand même. Que voilà, si je n'avais que des histoires de méduses à me raconter, quelque chose me manquerait aussi quand même. C'est-à-dire toutes les autres histoires qu'on peut se raconter. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Juste un point par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Puis tu l'as redit autrement, c'est une sorte d'opposition entre préserver, le préservationnisme, et puis ce qui consisterait à non pas user de la nature, mais à faire avec, à l'utiliser. Par exemple, il y a une forêt, j'ai besoin d'arbres, je les prends pour construire des traverses de chemin de fer, des maisons, etc. Et de l'autre côté, on dit non, ça c'est jeune mourir, on va plutôt préserver, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Et donc on laisse faire alors, les mots sont très compliqués parce que j'allais dire on laisse faire la vie du glacier, la vie de la forêt, mais ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont des êtres qui ont une durée de vie, mais qui ne sont pas vivants en tant qu'organismes
comme un animal, une plante ou nous-mêmes. Alors, on va poursuivre toute l'année cette réflexion. Le mois prochain, donc le 6 décembre, avec Nicolas Imbert, il dirige l'association Green Cross, mais je précise, parce que ce sera plus parlant pour certaines et certains d'entre vous, c'est issu de la Fondation Cousteau. Donc c'est vraiment ceux qui protègent les océans, Le Monde du Silence, c'était le grand film de Cousteau et de Louis Malle, ne l'oublions pas, qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année-là, donc c'est pour un film documentaire. Et donc il sait tout sur l'état de pollution du moindre coin d'océan au monde. Et vous verrez que c'est aussi peu joyeux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes là en train de nous inquiéter, à juste titre, parce que c'est ça, vous savez, un pessimiste par rapport à un optimiste. Hein. C'est un optimiste bien informé. Oh ben, je vous laisse. Allez, on s'arrête là. Merci de votre attention. Bonsoir.